Et puis pour ouvrir le bal, nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément ici, bien sûr, de phénomènes paranormaux, fans et d'ovnis. Il s'agit bien sûr des enlèvements par les extraterrestres. Et pour être avec nous ce soir, quelqu'un qui a voulu témoigner, elle s'appelle Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Bob. Ingénieur informatique à la retraite, vous êtes passionné par l'espace, membre de l'Aéroclub de France et astronome, amateur pendant 10 ans, vous vivez beaucoup de phénomènes paranormaux. Et puis, donc, ces phénomènes ufologiques vous ont toujours intéressé et puis vous avez été abjuqué. Alors on va rentrer en détail dans tout cela. Déjà, merci 1000 fois d'avoir accepté de témoigner parce que c'est pas facile. J'imagine que quand on vit une expérience comme celle-ci, c'est pas facile d'en parler. Non, il faut trouver les mots. Il faut essayer de faire partager d'une façon claire, calme, tranquille, avec un certain recul, ce qu'on a vécu. Et c'était traumatisant. J'ai mis du temps avant d'en parler, d'admettre que vraiment il s'est passé quelque chose dans les années 80, dont je vais vous parler, effectivement. Voilà. Alors, votre lien avec l'espace, ça remonte à quoi? C'est quoi? C'est un déclic quand vous étiez enfant? Oui, quand j'étais petite, oui. En fait, dans ma famille, j'étais la seule même à être très intéressée par les étoiles, l'espace. Depuis toute petite, et je disais toujours que je voulais être astronome, en fait, au départ. D'accord. Voilà, mais disons mon destin, je suis d'une famille très modeste et là où j'étais, je suis née à Ivry-sur-Seine. Ouais. Voilà, et en fait, si vous voulez, mon cheminement ne s'est pas passé comme ça au départ, mais je me suis rattrapée après puisque j'ai pu rentrer dans des associations, donc 10 ans effectivement en tant qu'astronome amateur. Voilà, donc j'ai l'habitude d'observer le ciel et je vous expliquerai par la suite comment je suis revenue en arrière dans les années 80 pour retrouver ce qui m'était arrivé. Voilà, parce que c'est pas toujours évident. On pense que il s'est passé quelque chose, on sent qu'il s'est passé quelque chose, mais si vous voulez, en vous expliquant, on s'aperçoit qu'en fait des événements sont masqués dans votre mémoire, sont cachés. Et vous ne pouvez pas les raconter, il faut attendre un certain temps avant de les dire, comme si vous aviez une interdiction. Ouais. Alors justement, ce qui était bien dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez bien fait comprendre à tout le monde que le ciel, vous avez l'habitude de l'observer. Donc vous savez reconnaître un ballon sonde, un avion. Donc quand Absolument. Vous voyez un objet volant non identifié, vous voyez bien que c'est pas quelque chose de terrestre. Tout à fait, exactement, oui. Alors votre première rencontre avec les ovnis, ça remonte à quand ? Alors, en fait, pour reprendre l'historique, comment je suis remontée dans le fil conducteur. En fait, en 2006, j'habite dans le Val d'Oise et j'ai une vue magnifique qui donne sur la forêt de Montmorency avec Taverny. Où peut-être certains le savent ou le savaient que sur Taverny, il y avait la base, le QG, je dirais du président de la République et où cette base est assez sensible. Et donc moi simplement je regardais le ciel, je suis une couche tard et j'aime toujours regarder le ciel, surtout quand c'est dégagé. Donc en 2006 en fait, je peux vous dire que à un moment donné j'étais en train de rester à regarder à 1h30 du matin. Avant de me coucher, et j'entends, alors là c'est télépathique si vous voulez, j'entends « reste là, tu vas voir quelque chose, reste là ». Donc je dis tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je regarde toujours alors côté, si vous voulez, je regarde le nord, côté ouest au-dessus de Taverny. Et à ce moment-là apparaît un objet qui venait du sud, qui était énorme. Si vous voulez, pour vous donner la taille, à peu près, c'était une petite pleine lune, à peu près, un objet qui allait extrêmement vite, qui était d'une forme plutôt ronde, avec des couleurs à l'avant rouge orangé, le centre de l'objet était blanc-bleu électrique, et l'arrière bleuté, voilà, et qui a passé extrêmement vite. Et si vous voulez, ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, en le voyant, c'est que l'objet, au lieu de continuer sa course, comment on observe un objet dans le ciel, même des étoiles filantes, on voit très bien des traînées. Enfin bon, si vous voulez, voilà, c'est assez. Il y a une logique du parcours de l'objet. Là, l'objet a disparu instantanément.
qui m'a choquée parce que, en fait, vu la taille de l'objet, la course qui était du sud vers le nord, normalement, voilà, j'aurais dû le voir s'éloigner, rapetisser, voilà. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ça a disparu d'un coup. Alors, juste 2 secondes, on va bien sûr continuer à découvrir ce que vous avez vécu ce soir-là et ce qui s'est passé, mais j'imagine que quand on vit une expérience comme celle-ci, on a envie le lendemain déjà de savoir si on est les seuls à avoir vécu ce genre de choses et si on est la seule à avoir vu ça. Est-ce que dans votre entourage, dans la ville, est-ce que des gens ont parlé de ce phénomène ou vous étiez la seule ? Alors tout à fait, oui, c'est exactement ce que je me suis posé comme question. J'ai regardé aussi sur le net s'il y avait eu une information qui avait été citée au-dessus de Taverny. Rien, je me suis renseignée, rien. Je me suis dit quand même un objet comme ça, c'est quand même, c'est pas possible que personne n'ait pu voir ça. Alors j'ai appris qu'il y avait d'autres témoins qui avaient vu des objets, des ovnis au-dessus des environs de la ville où je suis. Et c'est tout ce que j'ai pu avoir comme information suite à cet événement-là, dans cette première observation. Enfin, je dis première observation parce que vous voyez, ce lien-là m'a fait remonter en arrière. En fait. Voilà, j'ai retrouvé des événements chronologiques, si vous voulez, qui m'ont fait repartir en arrière à travers ces observations. Ça, c'était, disons, ma première observation, je dirais, de visu, consciemment. Consciemment. Oui, parce qu'on va signaler que, en fait, vous vous rappelez de votre abduction suite à une régression. Mais on va rentrer en détail dans votre expérience dans un instant. Mais quel a été votre sentiment lorsque ce soir-là, vers 1h30 du matin, à Taverny, vous voyez cet objet ? Alors, vu la taille de l'objet, au début, je pensais que c'était un astéroïde ou une météorite. Et je me suis dit, si c'est ça, ça va, l'objet, la couleur, la vitesse, etc. me paraissait bizarre, mais je me suis dit, si c'est ça, mais on va tous exploser, quoi. C'est terminé dans la nuit, là, ça va. Si ça tombe sur Terre, on est tous morts, quoi. Voilà. Donc j'étais j'étais secouée, pour vous dire vraiment, bouleversée, et voilà. Et en fait, le lendemain, rien. Donc je me suis dit, et je vous dis, il y a eu quand même quelques personnes, pas cet objet-là, mais qui ont vu des objets ovnis sur la ville et les environs où j'habite, voilà. Et vous êtes allé à la gendarmerie pour déclarer cette vision, pas du tout ? Non, en fait, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de contacts avec des personnes, à certains moments comme ça, qui avaient été témoins, et ça, si vous voulez, c'est vrai que normalement, la logique voudrait qu'on aille tout de suite aller au commissariat ou le lendemain dire aux gendarmes. En fait, c'est quoi ? C'est la peur d'être pris pour une folle ? Oui, il y a ça aussi. On a toujours ce sentiment de ne pas être cru, d'être moqué. Il y a eu ça. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai téléphoné quelque temps après à des enquêteurs qui sont dans Lumière dans la nuit, par exemple, cette revue qui recense beaucoup d'observations, de témoins, que je connaissais déjà par ailleurs, et à qui j'ai décrit le phénomène et qui m'ont dit, écoute, il faut vraiment que on va le noter, on va venir faire une enquête chez toi, on va prendre toutes les informations nécessaires, parce que le soir même j'avais tout noté, et le lendemain, pour pas oublier toutes les coordonnées. Enfin bon, ça c'est mes habitudes quand j'étais en tant qu'astronome amateur, de relever toutes les coordonnées, vous voyez, de faire un relevé. Voilà. Donc ça c'est première expérience, mais en fait consciente, c'est ça ? C'est ça, voilà, exactement. Et alors, l'objet, vous me disiez, il avait une taille il était énorme, mais est-ce qu'il ressemblait à un vaisseau ? C'est-à-dire que vous avez vu des hublots, de la lumière ? Non, parce que il faut compter quand même à peu près, disons, d'où j'observais, il y a à peu près 7-8 kilomètres. D'accord. De distance, donc si vous voulez, c'était difficile. Et déjà là à 7-8 km de distance, il était énorme déjà. Ah oui, énorme. Ça faisait moins plus d'une centaine de mètres. Ah oui, carrément. Ah oui, c'était énorme, l'objet était énorme. Et donc pas de peur sur l'instant ? Non, pas de peur, mais plutôt intrigué, une émotion, voilà, une émotion, intriguée, bouleversée, parce que si vous voulez, quand vous voyez quelque chose comme ça, ça va chercher au plus profond de vous-même.
Voyez, bien sûr, ouais. Oui, puis on remet beaucoup de choses en question, j'imagine. On se dit, mais attends, il y a un truc qui est pas normal. En fait, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le paranormal. C'est que c'est pas normal. Et on se dit, est-ce que je suis folle ou pas? J'imagine qu'à ce moment-là, on se pose plein de questions, même sur soi-même. Je dirais pas folle, parce que moi je vis des événements paranormaux depuis des années, donc j'ai l'habitude, entre guillemets, je dirais. Hein. Mais disons que ça bouleverse quand même votre logique. Voilà, c'est ça qui fait que, disons de façon rationnelle, vous dites il y a quelque chose qui s'est passé, qui est étrange, quoi, voilà. Alors, ce qui est assez sympathique, en tout cas, c'est qu'apparemment, il battait pavillon français, hein, parce que c'est bleu, blanc, rouge. Hein, donc, pour le moment, on est un peu rassuré. Hein, exactement. Non, mais vous voyez, vous avez fait la même réflexion que moi. Je me suis dit, en décrivant l'objet, je me suis dit, c'est drôle quand même. Bon, alors, ça s'explique quand vous avez un objet qui est dans l'espace, enfin, pas dans l'espace, mais dans l'espace terrestre, un frottement crée en bordure, si vous voulez, un échauffement, donc qui crée effectivement cette couleur rouge, et l'effet de fuite dans la partie arrière crée cet effet bleuté. Alors par contre, le milieu, la partie centrale qui était très lumineuse, blanc-bleu électrique, ressemblerait à des phénomènes comme on a dans le plasma, voilà, où vous avez effectivement des couleurs, un blanc électrique, blanc bleuté électrique. Voilà. Est-ce que vous avez entendu du bruit? Parce que souvent on dit que voilà, c'est ça, encore une fois. On entend les avions, ça je peux vous dire, hein, même à 1h, 2h du matin. Dans le Val d'Oise, on les entend plus ou moins, mais on les entend. Là, vu la taille de l'objet, on aurait pu effectivement penser que c'était quelque chose qui aurait fait un bruit énorme, et non, rien, un silence total. Là encore, une fois, le silence, quoi. C'est ça qui revient souvent dans les témoignages. Alors, je vous propose de marquer une petite pause pécuniaire. On va se retrouver dans un instant, Myriam. On va parler de votre deuxième rencontre avec des ovnis, et puis on va attaquer, bien sûr, le gros du morceau, c'est-à-dire cet enlèvement, ce qu'on appelle les abductions, pour ceux qui sont vraiment branchés sur les ovnis. On va en parler. Avant cela, j'aimerais me tourner vers Elliot, car ça réagit déjà énormément sur la page Bob vous dit toute la vérité, la page Facebook. Oui, il y a Alban qui a laissé un lien pour ceux qui voudraient plus d'informations sur les abductions dont on va parler. Il faudrait lire le livre du docteur Leir. Mais oui, c'est le chirurgien. La dernière frontière. Oui, c'est le chirurgien qui a opéré tous ces gens qui disaient avoir été abduqués et dans lesquels on a retrouvé ce petit bout de météorite. Alors, quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans quelques instants. C'est Ado, c'est toute la vérité. Ado que vous écoutez à Paris sur 97.8 et à Toulouse 93 ans. Et Myriam est avec nous. Myriam, on va écouter votre deuxième rencontre avec les ovnis, mais j'aimerais vous faire écouter, si vous le voulez bien, le témoignage d'un commandant de bord qui a été en contact avec un ovni. Écoutez. Regarde à gauche et on vit quelque chose tomber dans l'air comme une étoile avec beaucoup de lumière. On regarde, on croit c'est une étoile, mais c'est pas possible, c'est la vitesse descend doucement et à l'horizon il fait comme ça un peu à gauche et à droite, à gauche et à droite. Voilà le témoignage d'un commandant de bord suisse, c'est pour ça qu'il a ce petit accent. Alors moi c'est, vous voyez Myriam, c'est je trouve que les gens qui pilotent des avions, c'est ce qui apporte de la véracité au témoignage. C'est parce qu'eux sont en prise directe avec le ciel, et c'est vrai que tous disent au moins une fois dans notre carrière, on a été en contact avec des objets volants non identifiés. Tout comme vous l'avez été une première fois en 2006, et je crois que votre deuxième rencontre consciente, c'était en 2007, c'est ça ? En 2008, en fait, toujours sur la même zone, du côté de Taverny, comme quoi il se passe pas mal de choses dans ce coin-là, vous voyez. C'est fou, parce que je vais habiter à Taverny, moi, demain. Et donc, en fait, c'était un peu plus à l'est, au-dessus de la forêt, et là, je vois deux sphères brillantes, il est tard aussi, deux sphères brillantes, l'une près de l'autre, qui survolaient la forêt, qui se sont stabilisées avec des bordures rouges, là, de chaque côté de ces sphères. Et à un moment donné, une sphère a rejoint l'autre, elles se sont complètement fondues l'une dans l'autre, et elles ont disparu d'un coup. Voilà, sans aucun bruit, sans aucun bruit. Là encore, en silence total. Absolument, absolument. Et là encore, d'autres témoignages, d'autres personnes, on peut voir? Je ne sais pas, parce que celui-là, je ne l'avais même pas déclaré aux enquêteurs, cette deuxième,
je dirais cet objet-là, je ne l'ai pas déclaré. Je leur en ai parlé, mais on n'a pas fait une enquête là-dessus. Je n'ai pas eu d'écho par rapport à s'il y avait eu d'autres témoins, parce que si vous voulez, il était quand même 1h du matin. Donc c'est vrai que moi je vous dis, je suis une couche tard, donc j'ai l'habitude d'observer le ciel et voilà, ce qui fait que je ne sais pas. Là, dans ce cas-là, je ne sais pas. Alors les boules lumineuses, ça revient assez souvent d'ailleurs dans le témoignage de personnes confrontées aux objets volants non identifiés. La preuve en est ce deuxième son, écoutez. Ça donnait un effet un peu mouvementé, comme une espèce de soleil miniature, extrêmement lumineux. Ça éclairait la cime des arbres comme en plein jour. C'était un peu ça pour vous aussi, sorte de soleil, c'est ça? Peut-être un petit peu moins lumineux que le soleil, mais c'était très visible, puisque moi je le voyais bien d'où j'étais, donc je vous dis encore toujours pareil, à peu près 7 à 10 km de distance. Ouais. Voilà, comme j'ai une vue vraiment dégagée au-dessus de la forêt de Montmorency, donc je les voyais très bien, quoi. Alors donc ça, ce sont les rencontres avec ces objets volants non identifiés, alors que vous êtes consciente, mais je le disais tout à l'heure, vous avez avec Daniel Goldschmidt, d'ailleurs, quelqu'un qu'on a reçu 2 fois ici et qu'on aime beaucoup, vous avez donc travaillé en hypnose et sous hypnose. Vous avez eu des souvenirs qui sont remontés à la surface, quoi. Oui, alors en fait, je vais très très rapidement vous faire l'historique. C'est que en 2005-2006, je suis tombée sur juste un petit peu avant mon ovni à Taverny, la voix, je suis tombée sur un bouquin que des amis m'ont conseillé, le docteur John Mack, qui est décédé, qui est un psychiatre, qui a travaillé beaucoup avec les gens qui ont été abductés. Je l'ai lu et j'ai été... mais comment vous dire, ça fait remonter des souvenirs à ce moment-là, parce que ce médecin recevait beaucoup de témoins, de gens qui ont été enlevés, et il y a des récits, je me disais, mais c'est pas possible, ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et en fait, à partir de là, si vous voulez, j'ai pas eu de cesse en me disant, il faut que je fasse une régression, parce que ce que j'ai vu dans les années 80, il faut que je sache ce que j'ai vu, si ça correspond à quelque chose. Voilà. Et donc, mais si vous voulez, j'ai cherché un hypnothérapeute ou un hypnotiseur, quelqu'un de sérieux pour pouvoir faire cette régression hypnotique. Et chaque fois, avant de rencontrer Daniel Goldschmidt, j'avais une angoisse qui me prenait au moment où je disais, je vais appeler cet hypnotiseur ou cet hypnothérapeute et voir avec lui si je peux faire une régression hypnotique. D'accord. Voilà, jusqu'à ce que en 2011, je rencontre un groupe de gens abductés qui sont de la région de Rouen, avec qui on a échangé suite au livre de OVNI en France de Georges Mess, qui est enquêteur, que je connais bien, et ces personnes-là, on a pu échanger sur ce qu'ils avaient vécu. Donc, en l'occurrence, aussi abduction. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai rencontré Daniel l'année dernière, donc en 2012, en juin, la première fois. On a fait un test pour voir sous hypnose si je pouvais y aller, si je pouvais aller faire une régression. Je lui ai expliqué que en 1987, en fait, j'étais partie me reposer début décembre de cette année-là, près de à Chamonix, et en fait donc je suis allée, c'était la société dans laquelle je travaillais qui m'a dit, écoute, si tu es fatigué, on a un appartement, on peut te le louer. Donc je suis allée, il y avait dans cet immeuble-là, si vous voulez, il y a mettons à peu près 8-10 étages, il n'y avait personne. D'accord. Donc voilà, c'est un peu désert, mais si vous voulez, moi je suis pas peureuse. C'est Shining, votre truc, donc. Oui, non, mais je ne suis pas peureuse du tout, donc si vous voulez, ça me fait pas peur d'aller dans un immeuble. Il y avait quand même des gens, la ville était, Chamonix était à côté, quoi, c'était pas complètement désertique. Donc je suis rentrée, alors pour vous dire, je vais revenir vers Daniel. Daniel Goldschmidt me dit, bon, écoutez, on est d'accord, on va pouvoir essayer de voir ce que vous avez vécu à travers... c'était une forme de rêve, si vous voulez, mais qui n'était pas un rêve parce que, en fait, j'étais comme dans un état de conscience modifié. Bien sûr, voilà. Et vous avez l'impression que vous rêvez, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, j'avais... Et puis j'explique, parce que Daniel nous l'a expliqué ici, que on est juste... on est conscient, c'est-à-dire que si l'inconscient ne donne pas son accord, on ne peut pas obtenir des choses. Je le rappelle, voilà, c'est important qu'on ne fait pas dire n'importe quoi à quelqu'un qui est hypnotisé. Exactement, tout à fait.
Et donc, en fait, à Daniel, je lui ai expliqué ce que j'avais vu, si vous voulez, au premier abord. En fait, je voyais comme une espèce de rêve. Je me voyais dans la chambre, parce que l'appartement était au dernier étage. Il y avait à peu près 4 pièces. J'ai choisi, je suis montée à l'étage pour dormir. La chambre était avec un Velux, donc c'était bien parce que je pouvais voir le ciel étoilé de mon lit. C'était génial. Et en fait, j'ai eu comme la sensation, j'étais comme si j'étais endormie, mais pas vraiment endormie. C'était assez bizarre. Je voyais la chambre, donc dans mon sorte de rêve, je voyais la chambre allumée, donc il y avait une lumière, et je voyais le Velux ouvert, et je voyais des petits êtres qui flottaient dans la chambre, ils flottaient, comme dans l'espace, vous voyez, avec un tuyau qui descendait du Velux. Un tuyau qui rentrait à l'intérieur de moi. Donc quand je parle à l'intérieur de moi, si vous voulez, pour une femme, voilà. C'est un viol. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Un tuyau qui rentrait. Alors ça va peut-être faire rire les personnes, les auditeurs, mais je vous assure que là, c'est pas du tout amusant parce que vous vous sentez paralysé. Vous essayez de bouger, vous ne pouvez pas. Vous essayez d'appeler, vous ne pouvez pas. Vous êtes vraiment paralysé. Et là, vous voyez moi, je voyais ce tuyau qui montait dans l'espace et je regardais ça avec ces petits êtres qui flottaient. Qui n'était pas d'ailleurs très beau, faut dire ce qui est, et qui et je me disais mais où est-ce que va ce tuyau, puisque ça monte dans l'espace, ça monte au-dessus du toit, il n'y a rien au-dessus, je voyais pas ce qu'il y avait. Et donc ça a duré un certain temps, et à un moment donné je suis venue à ma conscience, enfin je me suis réveillée en quelque sorte, j'ai allumé la lumière, j'étais très angoissée, je regardais le Velux fermé, et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la nuit, j'ai pas pu dormir de la nuit jusqu'au petit jour, et je n'ai pas pu dormir dans l'appartement pendant 8 jours. J'ai dû prendre une autre location, parce que chaque fois que je rentrais dans l'appartement, je ressentais quelque chose, une présence qui était là et qui m'angoissait énormément. Donc voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est tout ce qui a été vécu entre guillemets en semi-conscience et conscience. Voilà. Et alors, ça a duré combien de temps? Vous savez à peu près combien ça a duré, ce moment où vous êtes sous emprise en fait et pénétré par ce tuyau? Écoutez, dans le rêve, le rêve, la conscience modifiée, je ne peux pas dire. Mais par contre, quand je suis allée en régression hypnotique, ça a duré quand même un bon moment, parce que je vais vous expliquer. Donc la première régression, en fait, avec Daniel, je l'ai faite dans le courant du mois de juillet 2012. Le but était que je puisse partir en régression, donc c'est-à-dire que vous êtes endormi, mais vous n'êtes pas complètement dans un sommeil total, ce qui fait que vous entendez la personne, l'hypnothérapeute, vous parler, vous poser des questions, et vous voyez toutes les scènes, vous revoyez toutes les scènes, vous avancez pas à pas dans le, dans la vision de ce que vous avez vécu. Est-ce que c'était douloureux pour vous de revivre ça? Eh bien, écoutez, la première fois que j'ai fait la première régression, je me suis posé des questions, j'étais un peu inquiète. Quand je suis arrivée chez Daniel, j'étais d'une sérénité, d'un calme extraordinaire. Donc j'étais un peu moi-même étonnée, parce que je me suis dit, vu ce que j'ai vécu, enfin ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu dans mon espèce de rêve à moitié éveillé, je me suis dit, bon, non, pas du tout, extrêmement calme. J'ai commencé la régression progressivement, à descendre de ce que j'avais vu. Et tout le long, c'est fait d'une façon très calme. C'était assez étrange d'ailleurs. Et la première régression, en fait, où je me retrouve dans la pièce, dans l'appartement où j'étais, je me sentais, chose que je n'avais pas perçue réellement en pleine conscience quand je suis arrivée réellement en 87. Dans ma régression, je sentais une forme d'angoisse. Et donc je me suis installée dans l'appartement, je vois dans ma régression, je vais pour me coucher, puisque la première nuit que ça s'est passé. J'essaye de m'endormir, je regarde le Velux, enfin vous voyez, donc le Velux dans la toiture. Et à un moment donné, en fait, je suis propulsée directement tout de suite dans un grand dôme qui est immense, transparent, et je suis sur une table comme une table d'opération. D'accord. Voilà. Okay. Je vois rien, parce que je vois qu'il y a quelque chose, une espèce de tissu qui n'est pas un tissu, mais qui est une espèce de matière organique, voilà, posée sur moi complètement, qui adhère sur moi. J'ai beaucoup de mal à respirer.
Et à côté de moi, j'entends des bruits. J'essaie de me tourner, je ne peux pas. Je suis paralysée sur cette table et j'entends des cliquetis d'objets qu'on déplace métalliques. Mais dites-moi, Myriam, le fait de revivre ça, c'était pas éprouvant quand même. Moi, parce que bon, même si vous êtes dans un état de sérénité, c'est quand même très difficile à vivre parce que la première fois vous êtes sous emprise quand même, vous êtes prise, pénétrée par un tuyau qui part de vous et qui remonte dans les étoiles. Et la deuxième, vous êtes allongée sur une table d'opération et vous savez que ça va mal se passer de toute façon sur l'état. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je ne peux pas vous expliquer. En fait, alors. Dans le suivi de ma première régression, il se trouve que quand on m'a retiré il y a quelqu'un que je ne vois pas au départ, qui incise le tissu ou l'espèce de matière organique, qui me fait respirer, mon visage voit ce qui se passe, et à ce moment-là, je vois des petits êtres autour de moi, il y en a au moins 4, vraiment des yeux formant en amande noire, plutôt gris, vous voyez, de peau, une grosse tête, enfin bon voilà. Ouais, pas très glamour quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, je peux pas vous expliquer, j'ai quand même peur. Et en même temps, c'est comme si mentalement, je recevais quelque chose qui me calmait, voyez. Donc, dans ce cheminement, je me sens calme quand même. Et sur cette table, à un moment donné, je ne peux pas bouger. Donc, à ce moment-là, il y en a un qui vient et je sens qu'il y a ce tuyau qui commence à rentrer à l'intérieur de moi. Encore une fois. Non, là, c'est à ce moment-là, c'est dans la régression. Le cheminement commence à se faire. C'est-à-dire que je continue à avancer puisque Daniel me pose des questions, me demande comment j'avance, ce que je vois. Parce qu'en fin de compte, de mon lit jusqu'à cette espèce de dôme, je ne sais pas comment on m'a transporté là-bas. Mais c'est ça. Dans la première régression, je ne sais pas. On me transporte d'un coup, je me retrouve sur cette table. Mais ça, c'est normal parce que si vous voulez, quelque part, ils ont, ce qu'on m'a expliqué, la capacité de masquer vos souvenirs. Et c'est progressif. En fin de compte, ça remonte à votre mémoire d'une façon progressive. Donc, je suis sur cette table. Le tuyau, ils amènent un tuyau qui pénètre à l'intérieur. C'est très douloureux. Je ressens vraiment une douleur. Je la sens physiquement. D'accord. Et en même temps, je sens qu'un autre appareil va dans mon rein droit. Voilà, vous dire pourquoi. Alors, Daniel me pose la question parce que je lui décris ce qui se passe. C'est quoi, c'est un prélèvement qu'ils ont? Oui, voilà, c'est ça. Alors, il me demande pour quelle raison ils pénètrent ce tuyau. Et ils me répondent, c'est pour un prélèvement d'ovules. Ah oui. Voilà. Et en fait, Daniel m'a posé la question, mais est-ce qu'il vous parle? Et en fait, c'était télépathique. J'entendais très nettement, je ne vois pas leur bouche parler, etc. C'était télépathique, c'était très net. Vous voyez, télépathiquement, la communication se fait. Et un dialogue s'est installé installé entre vous? Écoutez, on ne pourrait pas dire un dialogue véritablement, parce que c'est très... Et là, vous n'avez pas envie de crier à ce moment-là? Vous n'avez pas envie de dire... Je serre les dents. Je suis paralysée sur la table, je serre les dents, j'ai extrêmement mal. Et en même temps, si vous voulez, il pratique quelque chose de mental, je ne saurais quoi dire, qui fait que vous avez... La douleur devient supportable. D'accord. Voilà, et donc vous dire comment, pour le moment, avec Daniel, on a progressé sur la deuxième régression, je vais vous expliquer après la deuxième régression, mais pour le moment, je ne sais pas encore, parce que je dois retourner le voir pour qu'on approfondisse encore des passages que je n'ai pas pu faire remonter visuellement. Est-ce que ça vous permet de mieux vivre tout cela depuis que vous faites ces régressions? C'est vrai que depuis que j'ai déjà fait les 2 régressions, beaucoup de choses se sont vraiment apaisées. Je n'ai plus l'angoisse à chaque fois si je repensais à ça, j'avais une angoisse. Et là, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus du tout. Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres personnes abduquées? Est-ce que ça se passe souvent comme ça? Est-ce que vous avez lu des choses? J'imagine, parce que quand on vit ça, j'imagine qu'on est curieuse après. Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur les abductions, je me suis intéressée beaucoup plus par rapport à ce que
au fur et à mesure dans ce que j'avançais dans la lecture, oui, j'ai contacté des personnes qui ont été abductées et qui ont été, pour certaines, vraiment très traumatisées. Ouais, j'imagine. Très traumatisées, voilà. Est-ce que on parlait du docteur Lear tout à l'heure, qui a fait un bouquin qu'il faut absolument voir pour mieux comprendre encore l'abduction, un chirurgien qui a justement relevé des bouts de météorites en fait. Oui, des implants. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de voir si vous aviez été implanté ou pas? Alors, c'est une bonne question, mais figurez-vous que je vais remonter beaucoup plus loin parce que j'ai eu des expériences où j'ai vu des choses, je voyais ovnis dans des formes de rêves à répétition, où je voyais des contacts, des petits êtres, je les ai vus je ne sais combien de fois. Et justement, si vous voulez, je suis en train de remonter dans le temps. Parce que après, j'ai entendu, j'ai compris en discutant avec plusieurs personnes que d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que ces êtres qui viennent de je ne sais où, si je puis dire, suivent des fois des générations. Des fois, ça peut être vos parents, des fois les grands-parents. Mon père a été témoin d'OVNI. Bon, il est décédé maintenant, mais il a été témoin d'OVNI avec plusieurs personnes et il m'en a parlé quand j'étais adolescente, vous voyez, de ça. Oui, c'est parce que la question que je voulais vous poser, à laquelle je vais vous demander de répondre dans quelques instants, parce que malheureusement la deuxième pause pécuniaire arrive. Donc c'est pourquoi vous déjà, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi vous? Et puis on évoquera bien sûr la deuxième séance, parce que là encore une fois vous avez monté d'un étage dans vos pérégrinations, dans votre enquête. Oui, tout à fait. On se retrouve dans un instant. Myriam est avec nous. Vous voulez continuer à parler, dialoguer, n'hésitez pas, Elliot. Oui, la page Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado est ouverte. Et d'ailleurs, vous êtes tous très angoissés. Il y a Philippe qui nous dit, moi je ferme le Velux maintenant. T'imagines, moi j'ai des baies vitrées. Bon, quoi qu'il en soit, Myriam, on se retrouve. Nous parlons donc de votre expérience d'abduction. Alors pour ceux qui viendraient d'arriver et qui ne savent pas ce qu'est une abduction, c'est un enlèvement tout bonnement par des êtres venus d'ailleurs, en tout cas pas par des terriens, ça c'est sûr. Vu le visage en plus et le physique que vous nous avez décrit, apparemment ils étaient pas de chez nous ceux-là. Et on va donc tenter de savoir jusqu'où vous êtes remonté avec Daniel Goldschmidt, qui est hypnothérapeute, qui vous a permis de faire toute la lumière sur vos enlèvements. Mais avant cela, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi vous, d'après vous? Il y a Kiki, je vous dis ça parce que Kiki, qui est une fidèle, nous dit mes ovules ne peuvent pas les intéresser, c'est pas plus mal. Alors pourquoi vous, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Bien écoutez, moi je vous dis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent ça remonte des générations, c'est-à-dire 2 ou 3 générations. C'est presque génétique, c'est presque génétique, c'est-à-dire qu'en fait vos grands-parents, vos ancêtres ont vu des ovnis, donc c'était presque logique que ce soit vous. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de filiation, de suivi. C'est ça qui est assez étrange d'ailleurs dans les familles. Alors pourquoi effectivement prélèvement de vue? Mais ils le font à plein de jeunes femmes. Ils l'ont fait apparemment à pas mal de jeunes femmes. Et donc je vais vous expliquer après dans la deuxième régression pourquoi, enfin la suite de leur volonté entre guillemets, de ce qu'ils veulent en faire. Voilà, et ce qu'ils ont commencé déjà à faire, ce qu'ils disent. Et alors. Une fois que vous avez... Et là, vous tentez encore une fois avec Daniel d'approfondir, d'aller encore plus loin dans votre enquête, en fait, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. On va approfondir, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les souvenirs sont masqués, d'abord par notre propre conscience qui nous protège, pour pas être trop effrayé. J'imagine qu'on rejette ça au départ, c'est ça? Exactement, parce que ça fait très peur. Donc si vous voulez, on se protège et c'est normal, c'est pour éviter d'être dans un état, je dirais, qui peut des fois approcher la folie, parce que ça fait très peur quand même. Et quel regard vous avez sur vous justement? Bien écoutez, justement j'ai essayé de comprendre pourquoi... tout ce que j'ai vécu au niveau paranormalité depuis très longtemps et pourquoi ces rencontres... alors je m'aperçois qu'il y a un but maintenant précis qui est en train de se dessiner, qui devient concret. Je suis en train d'y réfléchir depuis plus de 6 mois. Pour constituer une association pour aider d'autres personnes qui ont été abductées, qui sont des fois assez traumatisées dans l'abduction et qui n'ont des fois personne pour pouvoir en parler autour d'eux. Comme vous disiez tout à l'heure, de peur d'être pris pour fous, qu'on se moque d'eux, enfin voyez, un petit peu tout ça, quoi. Est-ce que vous avez changé, vous, profondément? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre personnalité? Ça change toujours, de toute façon, oui. J'étais dans un cheminement depuis pas mal d'années, mais ça, comment dire, ça a établi, moi, ça m'a permis
déjà de concrétiser quelque chose en me disant il s'est passé quelque chose, j'ai été voir ce qui s'est passé, maintenant voilà, c'est une forme de réalité, je dis bien une forme de réalité, et j'essaie de comprendre pourquoi, ce qu'il se passe, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, voilà le but exact de ce cheminement, et moi dans ma vie ce que ça apporte, ce que ça a fait dans ma vie. Voilà. Alors, vous me disiez tout à l'heure que au niveau de la télépathie, vous avez réussi à communiquer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, et qu'est-ce que vous avez essayé de leur dire? Si vous voulez, dans le parcours, enfin au moment où je suis sur cette table, c'est difficile, si vous voulez, en tant que, je dirais entre guillemets, presque laboratoire, hein, vous subissez donc... on est sous une forme d'emprise, mais il y a, comment vous dire, votre esprit, et vous cherchez à savoir ce qu'ils sont en train de vous faire et pourquoi ils le font. En l'occurrence, là, ils vont le dire pour faire des hybrides, mais le dialogue dans le cheminement, en l'occurrence de ma régression, je vais l'avoir un petit peu plus loin, si vous voulez. D'accord. Je vais vous décrire ce qui s'est passé pour la suite. Mais au départ, on est dans un état pas subjugué, mais hypnotique un peu. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, dites-moi, j'imagine que un viol, c'est douloureux. Est-ce que vous avez senti une douleur physique après cette expérience? Est-ce que vous avez le souvenir de cela? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dans la nuit, j'ai eu très très mal dans mon ventre. Le lendemain, bon, j'étais pas très bien. Et si vous voulez, je me suis dit... c'est pour ça que j'ai associé ça à une espèce de cauchemar, je comprenais pas très bien. Et je n'ai pu en parler à personne, en fait, pendant des années. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis d'en parler? C'est Daniel ou Eh bien, c'est à travers, c'est grâce au docteur John Mack, comme je dis, ce livre-là, Abduction, qu'il faut vraiment lire pour ceux qui se posent des questions. En français, ça existe. Hein, oui, ça vaut 12 €, hein, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs sur la page Facebook. Je crois que c'est 12 €, c'est pas très cher. Ce psychiatre, il fait remonter beaucoup de choses pour les personnes qui pensent avoir fait des rêves pendant. Parce que si vous voulez, c'est aussi des formes de rêves. Hein. On pense que c'est des rêves, c'est récurrent. Vous voyez ces petits êtres, vous vous dites c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est, vous avez l'impression d'un cauchemar, et en fait quand on fait cette régression hypnotique, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Voilà, une réalité. Oui, parce que c'est là où ils sont très très forts, c'est cette revenu d'ailleurs, c'est qu'en fait ils vous donnent la sensation que vous étiez en rêve ou en cauchemar, et finalement pour gommer la réalité, hein, c'est ça. C'est ça, oui, on peut dire ça. Alors votre deuxième expérience, c'était 3 semaines après la première, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors ce que je voudrais dire juste avant tout de suite de passer à la deuxième, c'est que normalement quand vous avez, il laisse une marque sur le corps. Moi, à la première régression, j'ai eu 3 taches sur une des cuisses, sur la cuisse gauche, 3 taches qui étaient en forme de triangle. Et ça quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est étrange, c'est bizarre, après la première régression, et en fait, il y a soit, il vous laisse, ou soit un implant, mais ça, je pense que j'ai dû en avoir, mais il y a très longtemps. Après, c'est vrai que le docteur Lear explique que ça peut se résorber dans le corps. Mais là, si vous voulez, pour marquer en quelque sorte le contact qui s'est refait, il y a eu 3 taches, j'en ai parlé d'ailleurs aux enquêteurs, sur cette cuisse, sur ma cuisse gauche, qui étaient bien des taches un peu bleutées, foncées, en forme de triangle. Ça faisait 3 taches qui étaient en forme de triangle. Les 3 taches faisaient un triangle, voilà. Et ces taches, ce sont des signes que d'autres abduqués, lors de vos enquêtes, ces taches sont des choses assez communes? C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des taches comme ça? Ça peut être des taches, des taches de couleur, rouge, ou ça dépend, ou des fois comme des formes d'empreintes, si vous voulez, comme si vous aviez été marqué comme un fer rouge, je dirais, en quelque sorte. Parfois, il y a des formes de grilles. C'est comme si vous aviez un petit comment vous expliquer ça, une grille qu'on a posée sur votre peau, ça laisse des traces, forcément. Il y a différentes sortes de marques qu'il laisse sur le corps. Voilà.
Alors, je vous propose, si vous voulez, avant d'attaquer la deuxième séance et de continuer à découvrir ce qui vous est arrivé, eh bien, on va faire durer le suspense en accueillant, si vous le voulez bien, Philippe. Il est suisse et lui, il est tombé également en contact. Il est tombé face aux extraterrestres avec sa femme et on va essayer de le découvrir. Restez avec moi, hein, bien sûr, Myriam. Oui, tout à fait. On va, parce que vous êtes nombreux à avoir vécu des choses extraordinaires en matière d'OVNI et très peu en parler, donc on en profite ce soir. Bonsoir Philippe. Et bonsoir, comment allez-vous? Très très bien. Alors, on est ravis de vous avoir. Bonne année déjà. Hein. Merci, pareillement. Bon. Et voilà, ma première affaire, que je l'ai eue sur la route le soir du mardi 21 décembre 82. D'accord. Je roulais normalement avec ma voiture, je rentrais de mon travail. Et à un moment donné, la route était un peu gelée. Je roulais à environ 50 km/h. Que j'ai vu arriver depuis l'arrière de la voiture dans le rétroviseur une espèce de phare rouge. Au départ, moi, je pensais que c'était une moto avec une espèce de papier de couleur devant, mais pas du tout. Ça s'est mis à se balancer à l'extérieur de la voiture, à l'arrière, à une distance d'environ 2 mètres, que j'ai estimé. Cette sphère de lumière qui faisait entre 10 et 12 cm est venue se placer à la hauteur de ma portière pour repasser de l'autre côté passager. Et tout d'un coup, en un seul coup, toute la campagne à l'extérieur, c'était dans une lumière rouge-orangée. D'accord. Et à ce moment-là, la voiture a commencé à se soulever du sol. Moi, ça, j'ai pu le voir par rapport au piquet qui était en bord de route, mais la voiture a été immobile. Hein. La voiture a commencé à se soulever du sol, et le seul effort que j'ai pu faire, c'est d'essayer de tourner la tête, et cette sphère de lumière sautillait sur la banquette arrière. Ah ouais. Et la voiture, elle s'est soulevée, mais de combien de mètres? Oui, là, j'étais à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50, j'estime. Mais là, j'ai perdu connaissance. Ah oui. J'ai perdu connaissance, puis je me suis retrouvé sur la même route, mais beaucoup plus loin, 500 mètres environ, où la voiture était toujours arrêtée, et cette sphère sortir de la voiture à grande vitesse pour grimper dans le ciel. D'accord. Et ça, c'était ma première expérience que j'ai eue. Moi, j'y croyais pas trop aux ovnis. Je me disais toujours, le jour où j'en verrai un, peut-être j'y croirais. Mais Philippe, dites-moi, combien de temps entre le moment où il y a eu cette boule qui est venue, qui a fait que la voiture s'est soulevée, et le moment où vous êtes retrouvé 500 mètres plus loin? Voilà. Là, dans l'enquête, il a estimé qu'il y a un trou de 15 à 20 minutes. Ah oui, blackout de 15 à 20 minutes, quoi. Voilà. D'accord. Puis un fait important, ce qui s'est produit, c'est que le soir avant, j'avais fait le plein de mon réservoir d'essence. Ouais. Et ce soir-là, quand j'ai continué là avec la voiture jusqu'au village qui était à 200 mètres, et j'avais quasiment plus d'essence dans le réservoir. Ah mais ils ont siphonné le réservoir en plus. Voilà. La première chose que j'ai fait, je suis sorti de la voiture pour voir si c'était pas un phare arrière de ma voiture qui était décelé puis qui me jouait du tour. J'ai ouvert la portière arrière parce que moi j'étais persuadé que cette sphère était toujours dans la voiture, mais il n'y avait plus rien. Et là, j'ai juste eu assez d'essence pour aller jusqu'à la station puis rentrer chez moi. Mais il y a un trou de quart d'heure à 20 minutes. Et alors, vous avez pas... on parlait tout à l'heure, Myriam disait que physiquement, elle avait ressenti quelque chose. Est-ce que vous, physiquement, après ce trou de 15 à 20 minutes, vous avez senti quelque chose physique ou pas? Oui, physique, oui. Alors, physiquement, j'étais bien quand je partais du travail jusqu'au moment où la sphère m'a pris en chasse. Mais après, j'étais complètement vidé. C'est comme si j'avais passé 3 jours sans dormir. Carrément. Hein. Ah ouais. Elle a complètement vidé. Je suis rentré chez moi. Bon, bien sûr, ma femme à l'époque, elle est inquiète. D'habitude, j'étais toujours à l'heure. Et là, bon, j'ai perdu peut-être 5 minutes pour mettre de l'essence. Après, je suis rentré chez moi. Mais c'est qu'une semaine après, bon, je portais toujours le même uniforme et les mêmes chemises. Ouais. J'avais toute la journée, j'avais le cou qui me picotait. Et le soir, au moment de me déshabiller à la salle de bain, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Et puis, là, tout de suite, j'ai vu dans le miroir, j'avais comme des rectangles qui partaient d'une oreille à l'autre, tout le tour derrière la nuque, et j'avais des rectangles qui faisaient 3 cm par 1 cm de large, à intervalles très réguliers, comme si vous aviez pincé la peau, mais c'était beau rouge, puis bien marqué, les rectangles. D'accord. Donc voilà, vous avez vu, Myriam, vous aviez des triangles en fait bleutés sur la jambe. Apparemment, Philippe, ce sont des rectangles plutôt rougeâtres. Et d'après vous, Philippe, ils correspondent à quoi ces rectangles? J'ai eu quelques jours mal à la nuque, comme si j'avais eu un fer posé sur
comme si j'avais eu une minerve, une chose comme ça autour de la tête. Exactement pareil. Et là, tout de suite, après, bon, j'étais un peu paniqué par rapport à ce que j'avais vécu. J'ai cherché à comprendre tout. J'ai consulté la presse. Puis en consultant la presse, je suis tombé sur un truc mystérieux du côté de Genève, un trou mystérieux qui avait été fait pendant la nuit. Oui. J'ai téléphoné au journaliste. Le journaliste m'a mis en contact avec je suis arrivé chez Jimmy Gueux, voilà. Ah oui. D'accord. Et Jimmy Gueux, c'est lui qui m'a expliqué, en gros, il fallait pas que je panique par rapport à ça. Il m'a expliqué un peu ce que j'avais vécu. J'étais pas le seul. Il y a eu beaucoup de cas comme ça au Venezuela, en Amérique du Sud. Quoi. Mais dites-moi, parce que ça c'est arrivé la première fois le 21 décembre, mais il semblerait que 23 décembre, avec votre femme, vous avez eu une expérience également. Oui, tout à fait. Le 23 décembre, bon, mais c'est moi qui l'ai eu en premier. Le 23 décembre, c'était la nuit du 23 au 24. Je me suis réveillé, il y avait un être vêtu comme un moine qui flottait dans la chambre. Oui, mon épouse, elle dormait, ça l'a pas réveillée. Et cet être qui flottait à mi-hauteur dans la chambre s'est tourné les pieds face à moi. Et c'est au moment où j'ai touché les pieds, j'ai reçu une décharge électrique qui s'est dématérialisée. Ah oui. Et ça, au premier abord, dans un premier temps, j'ai pas voulu lui en parler, parce que je voulais pas qu'elle me prenne pour un lingot. Quelques jours après, moi, j'étais à mon lieu de travail, il est 7h30 le matin, à une vingtaine de kilomètres, justement par rapport à la route que je prenais tous les jours. Elle me téléphone, toute paniquée, Philippe, viens vite, il y a quelqu'un qui est dans la maison. Puis bon, moi, je suis vite remonté à la maison, puis c'est là qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit, mais il y avait un être, je suis sorti de la chambre pour la salle de bain, il y avait un être environ 1m80 qui flottait à 20 cm du sol, vêtu comme un moine. Et puis c'est là que je lui ai dit, écoute, c'est certainement le même que moi j'ai vu allongé pendant la nuit. Ouais. Incroyable, c'est-à-dire qu'en fait à 2 jours d'intervalle, c'est votre femme après qui a eu la même expérience. Qui a eu l'expérience. Puis là, bon, bien sûr, en fonction de ce que je lui avais dit le premier soir, automatiquement elle m'a cru, quoi. Voilà. Et elle, ils s'en sont pas pris à elle, c'est-à-dire que physiquement, elle a pas eu de marque, rien de tout, elle. Non, elle n'a pas eu de marque du tout. Il n'y a pas eu de dialogue qui s'est instauré entre vous. Elle a essayé de parler ou non, elle a été témoin d'un autre phénomène. Moi-même, j'avais un pas avec des amis là, dans un refuge dans la forêt. Et moi, on était en pleine discussion, puis vers les 22h30. J'avais plus de son, j'avais l'image, je les voyais bouger les lèvres, mais je n'avais plus aucun son de ce qu'ils parlaient, quoi. Et ils ont bien vu que j'étais pas bien, parce qu'ils me parlaient, mais moi je répondais pas. Pourquoi? Parce que je les entendais pas. Et ça a duré pendant 3 minutes. D'un coup, le son est revenu, c'était vers les 22h30, 35. Et bon, moi j'étais un peu paniqué en moi-même dedans. J'avais souci que ces êtres manifestent devant des amis qui sont pas au courant de tout ça. Et vers les minuit, je suis rentré chez moi, tout était allumé. Et j'ai ma femme qui était debout, elle me dit, Philippe, bon, à l'époque, j'avais pas de portable, elle pouvait pas me joindre. Elle me dit, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai été couché. J'allais encore regarder le réveil, c'était 10h30. Ça s'est illuminé derrière le volet de la chambre qui est les lamelles en jalousie. Il y a une espèce de règle de 30 cm, un trait de lumière, si vous voulez, rouge, vif, qui est rentré dans la chambre, qui a tourné au-dessus de son lit et qui est ressorti par la même fenêtre. Traversé. Et c'était exactement au moment où moi-même j'étais avec les amis là, en train de prendre notre pain. Et tout cela, j'imagine que ça a développé votre envie d'en savoir plus sur les objets volants non identifiés. Oui, tout à fait. Mais bon, par contre, ce qui a été le plus néfaste, c'est que, bon, je ne veux pas dire que j'étais quelqu'un de très matériel, mais j'avais beaucoup d'ambition. Je me lançais dans des constructions pour l'ardent, tout ça. Et tout ça, du jour au lendemain, ça a disparu. Ça a disparu. De ce côté-là, je me suis détourné du bien matériel. Sans aucune raison. Bon, avec ça, j'ai perdu des amis, c'est clair. Ils se demandaient si je n'étais pas infusible avec ce que j'avais vécu. Oui, c'est ça. Mais c'est à chaque fois, c'est ça. C'est pour ça que je suis ravi d'ailleurs que vous soyez de plus en plus nombreux à venir témoigner ici, car je sais que c'est lourd à porter. Ce sont des témoignages difficiles à dire. Je vous jure que ça vous arrive, c'est plus qu'une gifle que vous prenez. Après, je me suis dit, bon, j'y croyais, mais sans avoir vu
Je suis comme tout le monde. Moi, je demandais qu'à voir les choses, pour y croire. Et là, je l'ai vécu, quoi. Bah écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier infiniment, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes en Suisse. J'espère que vous n'avez pas trop de neige parce que nous, à Paris, ça tombe un petit peu. En tout cas, à très bientôt. Merci infiniment, Philippe, d'avoir pris le temps de témoigner ce soir. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Oui, plus fort que n'importe quel film de science-fiction. Vous êtes ici ce soir pour parler et pour entendre des choses que les gens n'osent pas dire. Les abductions, ce sont les enlèvements d'extraterrestres, les contacts avec ces êtres venus d'une autre planète. Et pour nous en parler, on a eu Philippe à l'instant, puis on va revenir vers Myriam. Myriam, on va donc évoquer quelque chose d'assez incroyable. C'est cette deuxième séance de régression avec Daniel Goldschmidt qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre enquête et d'en savoir plus sur votre enlèvement. Tout à fait. Alors comment ça s'est passé ? Déjà, est-ce que vous avez eu, après la première séance, tout de suite envie d'en faire une deuxième pour essayer de comprendre et d'aller encore plus loin ? Oui, tout à fait, parce que en fait, j'avais pas pu terminer, mais pendant la première régression, quand j'ai pu me lever de la table, et là, à ce moment-là, j'ai eu un phénomène de lévitation dans le dôme où j'étais, et je me suis vue carrément me soulever à plusieurs mètres de hauteur, mettons à peu près 8-10 mètres de hauteur, dans ce dôme, et je vous avoue que c'était extraordinaire comme sensation que j'ai vécue à ce moment-là. Mais je reviendrai effectivement sur la deuxième partie pour aller plus loin dans la régression, parce que j'ai vu d'autres choses effectivement en approfondissant cette régression dans la deuxième séance. Est-ce que vous avez eu des flashs sur l'avenir, ou est-ce que vous savez, certaines personnes disent qu'une fois avoir été enlevées, elles reviennent avec un savoir plus important? Est-ce que ça a développé des capacités intellectuelles? Vous avez appris des choses? Vous avez un autre regard sur sur le monde, sur la vie? Un autre regard, oui, toujours, parce que j'aime beaucoup évoluer, j'essaie d'apprendre sur moi-même, sur les gens, mais si vous voulez, moi déjà, avant cette expérience-là, j'avais beaucoup de phénomènes paranormaux. Donc j'en avais depuis que je suis adolescente, si vous voulez. Ouais, donc vous étiez un petit peu aguerri à ces choses-là, c'est-à-dire que vous saviez qu'il pouvait se passer, que la vie, il n'y avait pas que ce qu'on mettait devant le nez, quoi, il y avait autre chose. Si vous voulez, quand vous avez quand même les premières expériences, parce que moi j'étais très rationnelle, très cartésienne entre guillemets, étant, dans mon adolescence, vous savez, les auditeurs, on aime bien discuter quand on est jeune comme ça, refaire le monde, poser des questions, voilà. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien de pouvoir discuter sur des sujets, d'approfondir ou du moins de remettre les choses en question. Mais les expériences que j'ai eues étant adolescente, qui étaient paranormales, m'ont beaucoup secoué à l'époque. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir à ce moment-là. Après, je me suis aguerrie, entre guillemets, par rapport à tout ce qui arrivait. Maintenant, je dirais... mais on a toujours plus ou moins, quand même, des fois, des frayeurs, quoi. Mais bon, maintenant, ça va, quoi. Je dirais que j'assure un peu mieux. Vous arrivez à gérer un peu plus, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Alors, votre deuxième séance, ça se passe comment? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est la même chose que la première? Non, alors là, la deuxième séance, c'est comme s'il m'avait préparé la première pour que je puisse aller à la deuxième, en fait. Ah, d'accord. Donc, vous êtes allé encore plus loin, j'imagine. Ah oui, et puis si vous voulez, la deuxième séance, en fait, quand je commence à revoir, donc je me revois dans la chambre, à ce moment-là, je vois un filet de lumière, comme un filet, vous savez, quand vous attrapez des oiseaux, des animaux, vous jetez un filet, bien là, je vois arriver vers moi un filet rouge, de lumière rouge. D'accord. Qui arrive vers moi, et là, je suis terrorisée, parce que je me sens paralysée, je ne peux rien faire, et je vois ce filet qui m'attrape, comme un animal, qui me fait passer dans une espèce de grand, un objet immense, parce que la première fois j'avais vu au-dessus du toit, à un moment donné j'ai une vision dans ma régression où je vois une espèce de forme de soucoupe ronde très sombre au-dessus de l'immeuble, vous voyez. C'est ce que vous appeliez peut-être le dôme tout à l'heure, c'est ça? Non, parce que le dôme, en fait, si vous voulez, c'est comme une espèce de hall de gare, je dirais, transparent, comme du verre, mais en même temps on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est comme si cette espèce de dôme, qui est très grand, est à l'intérieur de quelque chose, déjà, vous voyez. Et donc là, dans cette deuxième régression où je me vois cette fois, comment on m'a récupéré, comment ils m'ont récupéré en fait, comme un animal, quoi. Je peux pas dire autrement. Et je suis dans ce filet, transporté
dans cette salle où je me retrouve sur la table, à nouveau, avec, comme la première fois, je revois le tissu sur moi, enfin, etc. Et là, ce qui est nouveau, c'est que je vois, quand il m'enlève le tissu, découpe le tissu, je vois un autre être que je n'avais pas vu la première fois, qui est beaucoup plus grand, qui est au milieu de ces petits êtres avec les yeux en amande, ces gros yeux noirs qui font, enfin, ce visage qui est pas très beau à voir. Ouais. Je vois un être au milieu d'eux qui est plus grand, qui doit faire, je sais pas, parce que les petits êtres font à peu près 1m10 dans cette taille-là, vous voyez. C'est ce qu'on appelle les petits gris habituellement, voilà, chez les ovnis, c'est ça? C'est ça, voilà. Et l'autre être que je vois au milieu d'eux, il doit faire 1m70 par là 80, quoi. Il est un peu plus grand, longiligne, et là, des bras plutôt maigres, et si on peut appeler ça un visage, il a une forme vous voyez, une espèce de tête comme une menthe religieuse un peu. Ah, c'est monstrueux. Voilà. Donc il y a un côté reptilien, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas, parce qu'on parle beaucoup de reptiles, de choses comme ça, est-ce que c'est vrai que ça peut faire penser à quelque chose comme ça. Ouais. Là je le regarde, mais si vous voulez, à ce moment-là, au lieu je n'ai pas peur. Ouais. Je sens que c'est comme s'il était protecteur, cet être-là, qu'il ne voulait pas de mal en fait. D'accord. Mais c'est paradoxal, si vous voulez, dans leur comportement. C'est-à-dire que vous êtes complètement sous leur emprise, vous êtes enlevé, et en même temps, ils vous disent calme-toi, ça va bien se passer. En gros, c'est ça. Exactement ça. Parce qu'en fait, à nouveau, je ressens le tuyau qui rentre, etc. Là, je suis là. Mais est-ce que vous êtes habillé, vous êtes nu sous le drap? Non, alors voilà, justement, ce que je ne voyais pas la première fois, je me vois complètement nu sur la table, cette table. Ah ouais. Oui, complètement nu, et là je grelotte de froid parce que j'ai extrêmement froid, et si vous voulez, c'est comme s'ils faisaient ce qu'ils avaient à faire d'une façon mécanique, sans s'occuper de mes émotions. Il n'y a pas d'état d'âme, quoi, c'est ça? Voilà, exactement. C'est ce que a posteriori je ressens. Il n'y a pas d'état d'âme dans ce qu'ils font. Et donc, alors là, justement, mentalement, je leur demande pourquoi vous faites ça. Alors à nouveau, ils me redisent l'ovule pour faire des hybrides. Et Daniel pose la question, justement, mais à quoi ça va servir? Pourquoi ces hybrides? Et ils répondent que actuellement, sur la Terre, les gouvernants, des hommes sont devenus un peu fous dans leurs attitudes, dans la destruction un petit peu de la Terre, quoi. Et ils veulent implanter, je dirais, des hybrides, un mélange humain avec eux pour, voilà. Mais ça vous... Myriam, il y a un truc de fou. Enfin, moi, ça me perturberait. J'imagine, d'ailleurs, ça vous perturbe puisque vous essayez de comprendre, mais l'idée de savoir que peut-être l'une de vos ovules a permis de créer un être hybride et que peut-être que vous êtes la maman d'un être hybride, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Tout à fait. J'ai des amis, quelques personnes à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, mais voilà, j'ai dit oui, mais c'est une forme de viol, si vous voulez, parce que vous... oui. Ce n'est pas, vous ne consentez pas, on vous emmène, on vous prend, et voilà. C'est totalement un viol, c'est-à-dire qu'on vous a violé. C'est exactement ça. Donc, si vous voulez, je comprends moi-même, si vous voulez, pourquoi j'ai mis du temps à pouvoir aller jusque-là pour pouvoir faire cette expérience et revenir en arrière et voir ça, parce que c'est vrai, c'est une agression avec, j'appelle ça, comme vous dites, exactement un viol. On vous prélève quelque chose, on vous demande pas votre avis. Donc voilà, c'est assez dur, quoi. C'est très difficile, et c'est pour ça qu'il faut. Bon, moi j'ai pris du recul par rapport à tout ça maintenant, et si vous voulez, il a fallu digérer, entre guillemets, ce qui s'était passé en 87, pendant un certain nombre d'années, relativiser et essayer de comprendre, et justement avec les autres personnes qui sont abductées, on en discute, on fait un forum d'échange ensemble pour pouvoir comprendre tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'on a vécu, voilà, par rapport à ça. Alors si vous voulez, pour terminer, juste vous raconter la fin de cette régression, on a donc ils prélèvent, ils me disent tout ça par rapport aux hybrides. Je me retrouve à un moment donné debout,
et je regarde le dôme. Et là, il me laisse aller parce que vous voyez, dans les souvenirs qui remontent, je vais, donc je me déplace dans le dôme et Daniel me demande d'aller voir ce qu'il y a. Et je vois des tableaux de bord le long du dôme, adossé. Je vois avec des lumières actives, différentes couleurs. Je leur demande à quoi ça sert. Ils me disent ça sert à nos expériences de laboratoire. Voilà, ça nous sert à nous dans nos expériences pour faire des mesures. Je continue d'aller voir un petit peu ce qui se passe et je vois qu'il y a un autre passage. Comme si ça allait vers une autre salle, si vous voulez. Le dôme n'était pas fermé, il y a un passage. Et donc Daniel me demande d'aller le voir et je veux m'avancer et à ce moment-là, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une impulsion au niveau de mon cerveau qui fait que je ne peux plus aller plus loin. D'accord. Comme si je ne pouvais pas voir là, à l'instant où on est en train de faire cette découverte, j'avance, je suis paralysée, je ne peux pas aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être ces êtres-là qui vous autorisent à aller jusque-là, ou comment ça se passe? C'est une bonne question. Moi, je me la pose moi-même. Est-ce que c'est parce que il faut que j'avance palier après palier pour trouver, voir ce qui s'est passé à la suite de ce que j'ai découvert, et que une prochaine régression, ce que je vais essayer de faire avec Daniel, pour aller plus loin, parce que si vous voulez, dans le cheminement de cette régression, au fur et à mesure dans ce dôme, je refais l'expérience de lévitation, et ce qui est nouveau au niveau du retour, c'est que je me vois à ce moment-là retourner dans un couloir, mais comment vous dire, un tunnel, je passe par un tunnel, oui c'est ça, un tunnel, comme si vous étiez allongé dans un tunnel mais vous étiez en lévitation. Je reviens, je traverse le mur, je sens toutes les sensations physiques de traverser un objet, et je réintègre mon corps. Alors c'est assez bizarre parce que ça fait penser aussi à la décorporation. Oui, au voyage astral, oui. Voilà, moi ce que je fais, ce qui m'est arrivé je ne sais combien de fois de faire, voilà, bon, pour dire aussi bien en état de conscience que demi-conscience. Voilà, mais si vous voulez, là, c'est assez... Et puis dans ce qu'ils demandent, dans ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils ont mis en place déjà depuis pas mal d'années ce programme d'hybride, et que... oui, mais là, Myriam, est-ce que... c'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce que les êtres humains vont être remplacés petit à petit par les hybrides? Alors écoutez, là vous posez une grande question. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vous? Parce que s'ils veulent créer une race hybride, parce que justement nous en tant qu'êtres humains on détériore la planète, ça veut dire que petit à petit les humains vont être remplacés par les hybrides. Mais comment ça va se passer? Est-ce que vous avez eu des infos là-dessus ou pas? Pour le moment, si vous voulez, c'est un point d'interrogation. Parce que le programme est, d'après ce que j'ai vu, entendu par des amis, puis des abductés aussi qui ont vécu ça, aux États-Unis, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui ont été abductées. C'est pas milliers, c'est millions de personnes aux États-Unis. Et en France, on essaye de se regrouper, entre guillemets, de voir de plus en plus, grâce aux enquêteurs d'ailleurs, qui ont fait un sacré travail sur le terrain. Et de voir combien de personnes ont été dans le cas, comme le cas de Philippe, quoi, si vous voulez, plus tous ceux que je connais sur la région de Rouen et en Normandie, qui ont été abductés aussi, plusieurs. Donc il y a quelqu'un qui racontait ce que racontait Philippe. Il nous a raconté exactement, enfin c'était similaire, quoi. L'implant, voilà. Et puis d'autres qui ont vécu ça. Donc je pense que si vous voulez, au fur et à mesure, plus on en parle en tant que témoin, ça va faire que d'autres personnes, même dans les adolescents, je pense qu'ils doivent. Mais c'est pour ça, vous savez, que je dis, et je répète souvent que, et depuis qu'on fait cette émission, que je propose vraiment à ce que les gens viennent témoigner sans peur de moquerie et de jugement, parce que c'est vrai que c'est lourd à porter en plus. Je sais que c'est pas simple, et moi je suis là pour écouter. Alors, et en plus sans jugement, c'est-à-dire que juste pour essayer de comprendre, c'est ma curiosité qui est aiguisée. Il y a juste une question. Est-ce que vous êtes senti en danger à un moment donné, vraiment? Vous voulez dire au moment de l'abduction ou en danger? Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie? Pas à ce point-là, non. Je dirais pas à ce point-là. Non, je dirais que, si vous voulez, ce qui était assez étrange en même temps, c'est que cet ensemble d'actions qui étaient menées, faites, correspondait à une espèce de
quelque chose de général, si vous voulez, d'évolution en même temps de l'être humain, entre guillemets, qui voulait, je pense, il voulait nous faire prendre conscience de quelque chose en même temps. C'est pas uniquement on vous prend, c'est vrai, on vous enlève quelque chose, on vous prélève, on va faire d'autres choses, ce qui est traumatisant. Parce que sans la volonté de la personne, je trouve ça très traumatisant. Et en même temps, ce qui est assez bizarre, c'est que forcément vous avez des prises de conscience qui se font à l'intérieur de vous et qui vous disent il y a eu telle chose, tel événement, il faut qu'on réfléchisse par rapport à ce qu'on fait sur la terre, sur nos comportements de tous les jours, par rapport aux êtres qu'on fréquente, qu'on connaît. Voyez, parce que c'est-à-dire que j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien, mais presque, quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que malgré tout, à la fois il y a des messages qui passent. Et peut-être je vais trouver aller plus loin encore dans la régression, mais mes amis qui ont eu des abductions me disent qu'ils ont eu des messages qui sont passés à travers les moments de l'abduction pour nous faire évoluer, sur d'autres plans, nous faire beaucoup évoluer par rapport à, entre guillemets, tout ce qu'on peut vivre au jour d'aujourd'hui, quoi. Et dites-moi les marques, parce que Sébastien revient sur vos marques triangulaires que vous avez eues. Est-ce que vous avez fait examiner ces marques par un dermato, par exemple, ou un toubib ? En fait, ça a duré une semaine. Ah ouais, c'est parti vite. Ça a disparu. J'ai photographié, j'ai photographié ma cuisse parce qu'on voyait bien quand même les 3 taches. Il faut que je les envoie à mes amis enquêteurs pour qu'ils puissent avoir l'élément que je n'ai pas encore fait, je leur ai dit, mais je n'ai pas, pour qu'il y ait effectivement un élément qui apparaisse à la suite de la première régression où on voit effectivement ces trois taches en forme de triangle, quoi. C'est leur marque, paraît-il, en général, souvent. Les triangles apparaissent sur la peau ou d'autres formes, bien sûr, mais c'est un moyen de... Voilà. Myriam, je vous propose de nous retrouver dans une poignée de secondes pour conclure cet entretien qui a été magique et qui le sera tout autant pour lui. On parle d'abduction avec Myriam. C'est un enlèvement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une abduction, par les extraterrestres. Et Myriam, vous tentez donc d'en savoir plus grâce à des séances de régression avec un hypnothérapeute que l'on connaît bien pour l'avoir reçu ici même. Oui. C'est Daniel Goldschmidt. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que sur YouTube, on a posté une vidéo dans laquelle Hélène, notre collaboratrice, vit une séance de régression et va dans une autre vie, et c'est juste époustouflant. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Alors Myriam, donc il y a quelques questions qui sont arrivées depuis votre enlèvement par ces extraterrestres. Est-ce que vous avez la sensation, puisque tout à l'heure vous me disiez j'arrive pas à aller plus loin que ce que je suis aujourd'hui, je vous disais peut-être ont-ils le contrôle de votre esprit. Est-ce que vous pensez justement qu'ils ont peut-être encore le contrôle de votre intellect? C'est une bonne question. C'est ce que je me pose justement par rapport à des actions que je suis en train de mener en ce moment auprès de beaucoup d'abductés autour de moi. Il se passe beaucoup de choses depuis plusieurs mois, de gens que j'ai rencontrés, avec qui on échange, on approfondit nos expériences et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce que je souhaite faire, parce que j'ai vu des personnes vraiment très traumatisées à la suite de ces expériences-là, c'est de pouvoir faire une association qui permet, on n'est pas là pour, si vous voulez, dire se substituer aux médecins, aux gendarmes, etc. Mais au moins dans un premier temps, au moment où il y a eu ces expériences-là, que dans les premiers temps, les personnes puissent parler et ensuite choisir ce qu'elles veulent faire par rapport, si elles veulent rencontrer quelqu'un d'autre, ou effectivement faire une séance de régression, vous voyez, aller faire d'hypnose ou rencontrer quelqu'un pour faire un travail personnel suite à quelque chose, psychologiquement parlant, je parle. Voilà. Vous qui avez donc depuis ces expériences été à la rencontre de gens abduqués également, est-ce qu'il y a des enfants qui ont vécu ce type d'expérience ou pas? Alors des enfants, il y en a, oui, il y en a. Parce que ça doit être traumatisant pour des gosses. Autant pour un adulte, ça l'est déjà, mais alors pour un enfant, c'est encore pire. Oui, il y a des enfants. C'est sûr que les enfants... alors les enfants, ce qu'il y a, c'est que des fois, ils n'osent pas trop en parler, ou les parents disent t'as fait un cauchemar, ou tu... oui, mais ça va passer. Vous voyez, des fois, les parents devraient être plus attentifs par rapport à ces expériences-là. Parce que des fois, c'est pas évident pour un petit ou un enfant de pouvoir dire ce qu'il a vécu à ce moment-là. Mais c'est vrai, les enfants aussi subissent entre guillemets ça. Est-ce que
Et on va se quitter dans 2 minutes. Oui. Juste pour ceux qui seraient confrontés à ce genre d'expérience, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour justement, est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, vers qui se tourner? Oui, alors, de pas avoir peur d'en parler, oui, ça c'est important. Mais parfois, entre guillemets, ils ne vous autorisent pas. Parce que moi, j'ai mis plus d'une vingtaine d'années avant d'en parler, vous voyez. Ouais. Donc c'est comme si, bon, voilà, s'ils peuvent en parler, c'est-à-dire qu'ils sentent que la parole, ils ont besoin d'aller vers quelqu'un, à ce moment-là, moi, je leur conseille éventuellement, vous voyez, ce soir, je le dis, de donner leurs coordonnées chez vous, à la radio, et à ce moment-là, personnellement, avec des personnes de notre groupe qui enquêtent et qui ont vécu des expériences similaires, on peut les contacter pour pouvoir échanger dans un premier temps et voir avec eux ce qu'ils ont vécu et essayer de trouver une voie pour éventuellement savoir comment ils peuvent gérer ça par la suite. D'accord. Voilà. Bon écoutez, en tout cas Myriam, on a été ravis et très touchés que vous nous fassiez part de votre expérience ce soir. J'espère que ça a été pas trop difficile d'en parler. Non, ça va. Donc vous avez été abducté et vous étiez ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. Je vous en remercie et puis je vous conseille de faire un bouquin. C'est d'ailleurs beaucoup de gens nous disent ça, faut qu'elle fasse un bouquin. Mes amis m'ont dit, oui, moi ouais. aussi. Plusieurs personnes que je connais parce que j'ai vécu beaucoup d'autres expériences. Bien sûr. Beaucoup d'expériences avant sur d'autres, paranormales. Donc peut-être vraiment... on aura peut-être